L'insuffisance mitrale est une pathologie fréquente liée à une incontinence de la valvule mitrale. Autrefois surtout d'étiologie rhumatismale, elle est aujourd'hui le plus souvent d'origine dystrophique. L'échocardiographie Doppler dans ses différentes modalités est d'un apport capital, tant en ce qui concerne le diagnostic positif que le diagnostic de sévérité et le diagnostic étiologique. Deux situations sont à différencier d'emblée. L'IM chronique, d'évolution lente, longtemps bien tolérée, l'IM aigu, occasionnant une poussée d'insuffisance cardiaque. Rappelons que la valvule mitrale est une unité fonctionnelle assez complexe, constituée par les éléments dynamiques suivants. Un anneau elliptique, des valves, l'une antérieure ou septale, l'autre postérieure ou murale, séparées par les commissures internes et externes. Des cordages qui partent des deux muscles papillaires antérolatérales et postéromédians pour les deux hémivalves correspondantes. Une anomalie de l'un ou l'autre constituant de cette unité anatomique et fonctionnelle peut entraîner une fuite mitrale. Les travaux échocardiographiques de Levine ont montré que l'anneau mitral a une forme en selle de cheval et qu'en incidence apicale 4 cavités, le creux de la selle tend à faire protrusion dans l'oreillette gauche, ce qui explique la fréquence de faux positifs de prolapsus mitral dans cette incidence. Enfin, il existe actuellement un consensus entre échocardiographistes et chirurgiens pour segmenter les deux valves mitrales en 3 parties. A1-P1 sont les segments externes, A2-P2 sont les segments médians et A3-P3 sont les segments internes. Sur un plan physiologique, la fuite mitrale est fonction de 3 facteurs: le diamètre de l'orifice, la pression systolique du VG, la durée de l'éjection. Par ailleurs, la fuite sera plus ou moins bien tolérée selon qu'elle est aiguë ou chronique. Dans le cas d'une IM aiguë, les cavités gauches ne sont pas dilatées. La pression de l'OG s'élève de façon brutale, source d'OAP. Par contre, l'IM chronique est longtemps bien tolérée, asymptomatique, et la dilatation est progressive. Selon la loi de Starling, le débit cardiaque est maintenu grâce à une augmentation de la contractilité. Cependant, si une IM volumineuse est négligée, une altération de la contractilité peut apparaître et devenir irréversible. Il est donc capital de la diagnostiquer, la surveiller et l'opérer avant la détérioration de la fonction VG. Le diagnostic positif repose sur l'échocardiographie et le Doppler. En échocardiographie, le diagnostic est avant tout évoqué sur des signes indirects que sont la surcharge volumétrique des cavités gauches, la dilatation de l'OG ou l'hyperkinésie du VG. Plus rarement sur des signes directs comme un diastasis, un capotage valvulaire en relation avec une rupture de cordage, véritable valve flottante dans l'OG, ou le prolapsus valvulaire défini par une ballonisation du corps valvulaire et un recul du point de coaptation en arrière du plan de l'anneau mitral. À noter qu'en TM, le prolapsus par ballonisation donne au tracé un aspect typique en louche télésystolique. La rupture de cordage donne quant à elle des échos flottants, vibratiles dans l'OG, en arrière du plan de l'anneau mitral. Cependant, de nombreuses IM minimes à modérées n'ont pas de traduction échographique. Enfin, il est de bonne pratique clinique de mesurer en incidence parasternale grand axe le diamètre de l'anneau et la longueur de la grande valve. Chez le sujet normal, le rapport est de l'ordre de 1. Cette incidence permet également de mesurer l'épaisseur valvulaire, dont la valeur normale est inférieure à 3 mm. Il faut se méfier toutefois de l'imagerie d'harmonique qui tente à épaissir les valves. Le diagnostic positif est facilement posé grâce aux différentes modalités Doppler. Le Doppler couleur est d'une très grande sensibilité pour le diagnostic d'IM. Il met en évidence en incidence parasternale grand axe ou apicale des 4 cavités un jet en mosaïque couleur systolique qui naît au point de coaptation des valves et se disperse dans l'OG. Le Doppler pulsé est très utile en l'absence de Doppler couleur. Les incidences utilisées sont également la parasternale grand axe et l'apicale des 4 cavités.
L'échantillon Doppler est positionné d'abord en arrière du point de coaptation de la mitrale, puis déplacé dans l'auget afin de faire une cartographie du flux régurgitant. L'IM se traduit par un flux systolique bidirectionnel de part et d'autre de la ligne du zéro, du fait de l'aliasing induit par les vitesses élevées de la fuite. La sensibilité et la spécificité du Doppler pulsé sont proches de 100% quand on prend la précaution de rechercher l'IM à partir de plusieurs incidences. Le Doppler continu complète les données du Doppler couleur ou du Doppler pulsé. Il met en évidence en incidence apicale des 4 cavités un flux négatif de haute vélocité de l'ordre de 5 à 6 mètres par seconde, correspondant au gradient de pression usuel existant entre le VG et l'OG en systole, flux classiquement holosystolique de durée prolongée car couvrant les phases de contraction et de relaxation isovolumique et qui débute au pied du QRS. La sensibilité du Doppler continu est excellente, de l'ordre de 100%. À noter qu'un souffle d'IM peut être uniquement télésystolique, en particulier en cas de prolapsus valvulaire, maladie de Barlow. Le diagnostic de gravité s'apprécie en échocardiographie en fonction du caractère aigu ou chronique de l'IM. L'IM aigu n'a pas de traduction nette sur le diamètre des cavités gauches, mais l'OG peut être expansive. L'IM chronique peut se traduire par une dilatation ventriculaire gauche avec hyperkinésie, appréciée par le pourcentage de raccourcissement et la fraction d'éjection. Il faut en fait distinguer le stade compensé, caractérisé par une surcharge volumétrique du VG dont le diamètre télédiastolique peut atteindre 65 mm mais reste hyperkinétique, du stade décompensé associant dilatation et cinétique normale ou diminuée. Par ailleurs, une fraction d'éjection supérieure à 60% est de bien meilleur pronostic chirurgical qu'une fraction d'éjection inférieure à 60% et a fortiori inférieure à 50%. Le diamètre télésystolique préopératoire est également un facteur prédictif des événements survenant après la chirurgie. Il est donc fondamental d'apprécier de façon objective les paramètres quantitatifs de la fonction systolique du ventricule gauche. Le mode Doppler permet, grâce à ses différentes modalités couleurs, pulsée et continue, une approche multiparamétrique de la sévérité de l'IM. La cartographie du G, la débimétrie, la taille de l'orifice régurgitant, la courbe de vitesse en Doppler continu et le retentissement droit. Ce sont les principaux éléments à calculer ou rechercher qui permettent d'apprécier la gravité de l'insuffisance mitrale. La cartographie du G étudie l'extension spatiale du G, soit par Doppler pulsé, soit par Doppler couleur. En Doppler pulsé, il s'agit d'une semi-quantification. On parle d'IM grade 1 lorsque le flux régurgitant ne dépasse pas le premier tiers de l'OG en arrière du plan de l'anneau mitral, d'IM grade 2 lorsque le G ne dépasse pas le deuxième tiers de l'OG, une IM grade 3 peut toucher le fond de l'OG. L'IM grade 4 est caractérisé par un reflux dans les veines pulmonaires. En Doppler couleur, on peut adopter une quantification de même type. Par ailleurs, il est possible, plus facilement qu'en Doppler pulsé, de réaliser une cartographie des contours du G en mosaïque couleur. Pour de nombreux auteurs, une surface de G régurgitant supérieure à 8 cm² est un signe de gravité, avec une sensibilité de 82% et une spécificité de 94% selon Spain. Il est également possible de faire le rapport surface du flux régurgitant sur surface de l'OG. Dans ce cas, on parle d'IM sévère lorsque le rapport dépasse 50%. Le Doppler couleur connaît cependant un certain nombre de limites qui peuvent représenter autant de pièges et de difficultés. Échogénicité du patient, qualité de l'appareil, réglage des gains, de la fréquence de la sonde et de la PRF. Également, doivent être prises en compte les conditions hémodynamiques avec le débit cardiaque, la post-charge, la pré-charge, la taille et la compliance de la cavité réceptive, la cinétique du VG et enfin le caractère libre ou adhérent du G. On sait en effet qu'un G excentré, adhérent à une paroi,
peut avoir une extension spatiale limitée alors qu'il correspond à une fuite massive. L'extension spatiale dans la veine pulmonaire sera mieux appréciée en ETO qu'en ETT. Évoquée en Doppler couleur, elle sera confirmée par la mise en évidence en Doppler pulsé d'un reflux systolique dans la veine pulmonaire en systole, l'échantillon Doppler pulsé étant positionné dans la veine pulmonaire à 1 cm environ avant son abouchement dans l'OG. Si l'ETT permet d'étudier facilement la veine pulmonaire supérieure droite en incidence apicale des 4 cavités, c'est un des intérêts de l'ETO que de permettre l'étude des 4 veines pulmonaires. Il est en effet important de noter que, compte tenu du jet directionnel de l'IM, le reflux peut n'exister que dans l'une des 4 veines pulmonaires. L'étude des débits peut se faire de 2 façons. Confrontation des débits en 2 sites différents, étude directe du débit régurgitant au niveau de l'orifice à partir du flux de convergence. La fraction de régurgitation peut être obtenue à partir de l'évaluation du débit mitral et du débit aortique, selon la formule fraction de régurgitation est égale au débit mitral moins le débit aortique, le tout sur le débit mitral. Le débit aortique est estimé à l'anneau selon la formule débit aortique égale surface aortique multipliée par l'ITV aortique multipliée par la fréquence cardiaque. Le débit mitral peut être apprécié selon plusieurs conventions de mesure, la plus simple étant la méthode de Lewis, qui consiste à mesurer le diamètre de l'anneau mitral en incidence apicale des 4 cavités et à considérer que cet orifice est circulaire, et l'ITV mitral à l'anneau. Le débit mitral est ainsi égal à la surface mitrale multipliée par l'ITV mitral multipliée par la fréquence cardiaque. L'IM est dite sévère lorsque la fraction de régurgitation est supérieure ou égale à 50%. Les limites de la technique sont liées aux difficultés de mesure du débit mitral. Bien entendu, cette méthode n'est valable qu'en l'absence de sténose mitrale associée, ou d'insuffisance aortique, de fibrillation auriculaire, de dystrophie sévère ou dilatation des anneaux valvulaires. Enfin, connaissant le débit régurgité qui est égal à la différence des débits mitral et aortique, il est possible de calculer la surface de l'orifice régurgitant en appliquant la formule débit régurgité est égal à la surface multipliée par la vélocité de l'IM, ou encore volume régurgité est égal à la surface multipliée par l'ITV de l'IM. Une surface de l'orifice régurgitant supérieure à 30 mm² est en faveur d'une IM sévère. Une méthode simplifiée consiste à s'affranchir du calcul des surfaces annulaires et à comparer les ITV. En sachant que chez le sujet normal, le rapport ITV mitral sur ITV aortique est une constante de l'ordre de 0,65, en cas d'IM sévère grade 3-4, on constate habituellement un rapport ITV mitral sur ITV aortique supérieur à 1,3. En pratique, on retiendra en faveur d'une IM grave onde E mitral supérieure à 1,5 mètres par seconde, débit mitral supérieur à 10 litres par minute, rapport ITV mitral sur ITV aortique supérieur à 1,3. Le principe de calcul du volume régurgitant par l'étude de la zone de convergence en aval du trou valvulaire est simple. On sait que les courants sanguins avant leur passage au niveau d'un orifice étroit, s'accélèrent progressivement en dessinant des zones hémisphériques d'isovélocité ou calottes. Il est alors possible de sélectionner une de ces calottes correspondant à une vitesse d'aliasing donnée et de mesurer le rayon R qui sépare cette calotte de l'orifice. Connaissant le rayon R et la vitesse V1 de la calotte, on détermine un débit instantané au niveau d'une hémisphère. Q est égal à 2 pi R2 V1. Selon l'équation de continuité, ce débit est égal au débit régurgité traversant l'orifice mitral. La diminution de la vitesse d'aliasing à environ 10% de la Vmax de l'IM, soit une valeur de l'ordre de 35 à 40 cm par seconde, permet d'augmenter le rayon de la calotte d'isovitesse et en facilite le repérage.
une IM est sévère lorsque le débit instantané est supérieur à 200 ml par seconde. Selon Barghgia, pour une vitesse d'aliasing à 38 cm par seconde, un rayon de Pisa supérieur à 7,5 mm est en faveur d'une IM grade 3-4. Les limites de l'étude de la zone de convergence doivent être connues. Forme des calottes d'isovitesse, car les surfaces les plus proches de l'orifice sont hémielliptiques et non plus hémisphériques. Effet de l'abaissement de l'anneau mitral vers l'apex en systole. Une valeur de R qui n'est pas constante au cours de la systole. La valeur habituellement retenue est la plus grande au cours du cycle, ce qui permet de calculer un débit régurgitant maximum. Afin de limiter cette erreur, le rayon peut être calculé à partir du TM couleur. Enfin, notons le cas des prolapsus ou capotages valvulaires pour lesquels le calcul de la Pisa n'a pas été validé en raison d'une absence d'alignement du plancher mitral. Par contre, cette méthode est utilisable chez les patients en arythmie complète par fibrillation auriculaire, en présence d'une maladie mitrale ou d'une valvulopathie aortique associée. Elle serait, en outre, peu dépendante des conditions de charge. Également par cette approche, connaissant le débit régurgité instantané, il est possible de calculer la surface de l'orifice régurgitant en appliquant la formule débit régurgité égale surface multiplié par vélocité de l'insuffisance mitrale. La surface de l'orifice régurgitant, calculée par cette méthode, est bien corrélée au calcul par Doppler et une valeur supérieure à 40 mm² est en faveur d'une IM sévère. La taille de l'orifice régurgitant peut être estimée également à partir du diamètre du jet à l'origine, apprécié en Doppler couleur, soit en échographie transthoracique, soit en échographie transœsophagienne. Une insuffisance mitrale est considérée comme sévère lorsque ce diamètre mesuré en ETO excède 7 mm. Les limites de la technique sont liées aux difficultés d'obtention de ce diamètre en ETT. Par ailleurs, la mesure n'est faite que dans un seul plan de coupe, alors que l'orifice de la fuite est le plus souvent oblongue. Une IM a classiquement une vitesse élevée, car le gradient VGOG est important. Cependant, dans l'IM aiguë, la mauvaise tolérance hémodynamique et l'élévation de la pression télésystolique de l'oreillette gauche font que les vitesses sont plus basses et que le pic est précoce avec décroissance rapide des vitesses. L'estimation de la PAPS, à partir soit de l'IP soit de l'IT, est un bon reflet de la tolérance hémodynamique. La constatation d'une HTAP représente un facteur de gravité supplémentaire. Au total, en faveur d'une IM sévère, on peut regrouper les critères Doppler suivants. Vitesse du flux antérograde mitral supérieure à 1,5 m par seconde. Rapport des ITV mitral sur aortique supérieur à 1,3. Fraction de régurgitation supérieure à 50%. Débit mitral supérieur à 10 litres par minute. Extension spatiale supérieure à 8 cm² en échographie transthoracique. Reflux dans les veines pulmonaires. Diamètre du jet à l'origine supérieur à 7 mm. Débit instantané par le flux de convergence supérieur à 200 ml par seconde. Volume régurgité supérieur à 60 ml. Rayon de convergence supérieur à 7,5 mm pour une vitesse d'aliasing à 38 cm par seconde. Surface de l'orifice régurgitant supérieure à 40 mm². Hypertension artérielle pulmonaire. Fraction d'éjection inférieure à 60%. Diamètre télédiastolique du ventricule gauche supérieur à 65 mm. Diamètre télésystolique supérieur à 45 mm. La classification de Carpentier a le mérite de typer l'insuffisance mitrale en fonction de 3 anomalies physiopathologiques auxquelles correspondent des attitudes chirurgicales différentes. Le type 1
correspond soit à une dilatation de l'anneau qui sera traitée par annuloplastie, soit à une perforation qui sera traitée par suture directe ou patch. Le type 2 correspond à un prolapsus valvulaire, capotage de l'extrémité de la valve. Il peut concerner l'une ou l'autre valve. Le prolapsus de la valve postérieure est le plus fréquent. Il est traité par résection quadrangulaire au niveau du feston lésé et remise en continuité des berges valvulaires et plastie de l'anneau en raquette. Cette plastie n'est possible qu'en l'absence de calcification de l'anneau mitral. Le prolapsus de la valve antérieure ou le prolapsus bivalvulaire pose des problèmes chirurgicaux plus importants. L'élongation des cordages est traitée par raccourcissement de cordage et enfouissement dans les piliers. La rupture de cordage est traitée par transposition de cordage de la valve postérieure sur la valve antérieure, associée à une résection triangulaire de cette dernière. La rupture et l'élongation de piliers sont traitées par réimplantation pariétale du pilier en zone saine à distance équivalente. Le type 3 correspond à une restriction des mouvements valvulaires et reconnaît deux étiologies pour lesquelles la chirurgie de reconstruction est souvent difficile. L'IM rhumatismal est traité par commissurotomie, résection de cordages basaux, résection de nodules fibreux ou calcaires, incision et fenestration de piliers, désépaississement du bord libre des valves. L'IM ischémique peut être traité par réimplantation de piliers en zone saine, plus ou moins revascularisation. Les mécanismes ci-dessus influencent directement le type 2G de l'insuffisance mitrale. Une dilatation de l'anneau donne classiquement un G central. Une perforation de la valve donne typiquement un G qui naît en plein milieu de la valve à distance du point de coaptation. Un prolapsus de petite valve donne un G orienté vers le toit de l'oreillette gauche et le septum interauriculaire de type adhérent. Un prolapsus de grande valve donne un G orienté vers le plancher et la paroi latérale de l'oreillette gauche. Une IM restrictive donne un G orienté vers la valve concernée. Enfin, grâce à l'amélioration de la qualité de l'imagerie échographique, il est possible en échographie transthoracique de réaliser une analyse morphologique de la valve mitrale. Ainsi, l'incidence parasternale grand axe et l'incidence apicale 3 cavités explorent les feuillets A2 et P2. L'incidence apicale 4 cavités analyse la valve antérieure depuis la partie paracommissurale A3 jusqu'au bord libre A1, en passant par le corps de A2, ainsi que la valve postérieure à la jonction de P1-P2. L'incidence apicale 2 cavités permet la visualisation des commissures internes et externes avec les feuillets P1, A2 et P3. L'insuffisance mitrale reconnaît différentes étiologies qui correspondent à l'un ou l'autre des trois grands mécanismes de la classification de Carpentier. L'IM congénital, rare, est le plus souvent lié à une fuite de la valvule dans le cadre d'un canal atrioventriculaire partiel. L'IM dystrophique est la cause la plus fréquente de nos jours dans les pays industrialisés. Elle correspond à la dégénérescence myxoïde, réalisant dans la forme la plus typique le prolapsus mitral ou maladie de Barlow. La valvule présente un excès de tissu, un épaississement des feuillets et une élongation des cordages. L'anomalie peut être peu importante et se limiter à une petite fuite avec ballonisation du corps des valves en systole. Elle peut être majeure, avec prolapsus de l'extrémité libre de l'une ou des deux valves dans l'oreillette gauche en systole. Si la petite valve est concernée, l'anomalie peut siéger préférentiellement sur l'un des trois festons, médian, antérolatéral ou postéromédian. Sur le plan évolutif, le risque est l'aggravation de la fuite par rupture de cordage. L'IM rhumatismale reste très fréquente dans les pays d'endémie rhumatismale. Les valves sont épaissies, il existe fréquemment un certain degré de fusion commissurale, les cordages sont épaissis, voire rétractés,
si bien que le mécanisme est essentiellement une restriction des mouvements avec défaut de coaptation. La dégénérescence fibroélastique de la mitrale est de plus en plus fréquemment rencontrée du fait du vieillissement de la population. Comme le nom l'indique, les valves sont anormalement fines, pellucides, les cordages sont fragiles. L'IM est souvent d'aggravation brutale à la faveur d'une rupture de cordage et capotage partiel d'un segment de valve. L'IM peut faire le lit de la greffe bactérienne, se majorer à la faveur de cette infection et persister après guérison bactériologique. Les mécanismes de l'IM dans l'endocardite sont multiples. Mutilation de la valve avec lambeau flottant, rupture de cordage, perforation, accompagnée ici d'un anévrisme mycotique. Le TO est d'un apport capital pour effectuer un bilan précis des lésions. Concernant l'IM ischémique, il faut distinguer deux situations. L'IM de l'infarctus du myocarde aigu et l'IM de la cardiopathie ischémique chronique. À la phase aiguë de l'infarctus, l'IM peut être due à une rupture de pilier dans le territoire infarci, le plus souvent le muscle papillaire postéromédian. Une rupture de cordage, une dysfonction de pilier, une dilatation du ventricule gauche entrant dans le cadre de l'expansion et du remodelage précoce. Dans l'ischémie chronique, le mécanisme peut varier selon qu'il existe ou non un antécédent d'infarctus. Dysfonction de pilier par fibrose, d'où restriction des mouvements de la valve et IM excentré de type 3 de la classification de Carpentier. Dilatation du ventricule gauche avec IM central. Anévrisme ventriculaire antérieur avec dilatation cavitaire et IM central. Anévrisme ventriculaire postérieur englobant le muscle papillaire postérieur. Dans une myocardiopathie obstructive, l'IM est de mécanismes complexes, liés à des anomalies anatomiques, valves anormalement longues, et fonctionnelles. L'IM est rarement grave. L'IM de la myocardiopathie dilatée est fréquente mais rarement importante, le plus souvent liée à une dilatation de l'anneau. La calcification de l'anneau mitral postérieur est fréquente chez le sujet âgé. Elle prédomine classiquement au niveau de la petite valve dont elle limite le jeu. Enfin, l'IM traumatique est rare par rupture de cordage. La surcharge volumétrique des cavités gauches est rencontrée dans l'insuffisance aortique ou les shunts gauche-droit. Mais bien entendu, l'auscultation oriente vers le diagnostic d'IM s'il existe un souffle apical irradiant dans les selles. Il faut surtout discuter les autres causes de flux de haute vitesse en Doppler continu, tels ceux du rétrécissement aortique, de la myocardiopathie hypertrophique obstructive, de l'insuffisance tricuspidienne en cas d'hypertension artérielle pulmonaire, d'une communication interventriculaire, mais dans ces situations, le contexte est tout autre. Le rôle de l'ETO dans l'IM est capital pour confirmer la gravité et le mécanisme, et en post-opératoire de plastie pour vérifier l'étanchéité de la réparation. En faveur d'une IM sévère grade 4, on rappellera l'existence d'un reflux dans l'une ou l'autre des 4 veines pulmonaires. En ce qui concerne le mécanisme, l'ETO en multiplan permet une analyse de la valvule et de l'appareil sous-valvulaire selon une multitude de plans de coupe, ce qui permet une description topographique précise des lésions d'une commissure à l'autre. Ainsi, le plan 0 degré analyse parfaitement les segments A1 et P1. Le plan 45 degrés analyse les deux commissures. Le plan 90 degrés analyse A3 et P3. Le plan 135 degrés analyse A2 et P2. Dans le cadre du bilan de cette IM, il importe donc de faire une analyse précise des lésions, avec en arrière-pensée la question de la possibilité d'une plastie mitrale en l'absence de calcification importante de l'anneau mitral et en l'absence de destruction majeure des valves. L'IM aiguë est d'emblée mal tolérée,
car elle survient sur des cavités gauches non dilatées. Elle est donc en règle rapidement chirurgicale. L'IM chronique est longtemps bien toléré. Classiquement dans le prolapsus valvulaire, maladie de Barlow, la fuite est initialement télésystolique, puis au cours de l'évolution, elle devient holosystolique, souvent à la faveur d'une rupture de cordage. L'apparition d'une fibrillation auriculaire marque un tournant évolutif qui doit faire évoquer la chirurgie, a fortiori si la plastie est réalisable. Le rôle des IEC dans la stabilisation des lésions a été souligné par quelques travaux récents de la littérature. Le traitement chirurgical doit être systématiquement discuté devant une insuffisance mitrale de haut grade. On optera pour une chirurgie précoce que dans la mesure où la valvuloplastie est quasi certaine. Dans ce cas, les patients seront opérés avec une fraction d'éjection normale avant toute apparition d'altération de la fonction cardiaque. Dans les autres cas d'insuffisance mitrale sévère, les critères de décision chirurgicale selon les recommandations de l'ACC et de l'AHA seront IM symptomatique, IM asymptomatique en arythmie complète par fibrillation auriculaire, IM asymptomatique avec fraction d'éjection inférieure à 60% ou diamètre télésystolique supérieur à 45 mm, IM asymptomatique avec hypertension artérielle pulmonaire. En conclusion, l'échographie transthoracique et l'échographie transœsophagienne sont complémentaires dans le diagnostic précis d'une insuffisance mitrale et guident l'équipe médico-chirurgicale dans l'indication thérapeutique et la stratégie opératoire. Plus précisément, l'échodoppler doit répondre à 4 questions. L'insuffisance mitrale est-elle volumineuse? Quel est le retentissement sur le ventricule gauche? Quel est le retentissement sur l'oreillette gauche et le cœur droit? Une plastie est-elle réalisable? Enfin, dans les situations cliniques difficiles, l'échographie d'effort pourra guider la prise de décision.